Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur votre télévision nationale. Bon appétit et bienvenue à ce 13h. Point de presse du porte-parole de la MISMA, le colonel Yao Adjoumani affirme que plus de 65% de l'effectif de la mission internationale de soutien au Mali est déployé à ce jour sur le terrain. Parlant de Kidal, il demande au peuple malien plus de patience. Brahma Traoré, reportage. D'abord, le déploiement des forces africaines, dit-il, se fait progressivement et sûrement. Un chiffre pour témoigner, plus de 65% des troupes de la MISMA sont déployées sur le terrain. À ce jour, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria et le Togo ont déployé la totalité ou presque de l'effectif de leur contingent dans leur zone de responsabilité respective. Nous tournons globalement autour de 65-70% de nos effectifs. Après avoir fait le point de la situation, le colonel Yao Adjoumani s'est prêté aux multiples questions des journalistes. D'abord, les confrères ne comprennent pas du tout la non-présence des soldats maliens à Kidal. Patience, dira le porte-parole de la MISMA. Kidal n'est pas interdit aux Maliens. C'est pour vous dire que si Kidal fait partie du Mali, c'est que le soldat malien ira à Kidal. C'est une opération qui est en cours. Je peux vous dire aujourd'hui, les Français sont à Kidal, les Tchadiens sont à Kidal, les Maliens iront à Kidal. La MISMA ira à Kidal. C'est une opération, il ne faut pas précipiter les choses. On y va petit à petit, comme le disent les Anglo, step by step. Une réponse qui ne semble pas convaincre plus d'un. Les confrères s'interrogent également sur l'attitude du MLA qualifiée par certains de provocatrice. Pour le conférencier, ce mouvement est constitué des Maliens et un dialogue politique permettra de trouver un terrain d'attente. Les discussions entre le gouvernement malien et le MLA certainement nous permettra d'aboutir à un consensus. Il va arranger tout le monde. Notre problème fondamental, c'est de débarrasser le Nord-Mali des djihadistes. Le porte-parole de la MISMA promet de rencontrer la presse le mercredi prochain pour faire un autre point de la situation. À Gao, toutes les infrastructures publiques et privées ont été pillées et saccagées. Les populations réclament justice. Nos envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia, ont sillonné la ville. Plus jamais ça à Gao. Les infrastructures publiques et privées ont été les cibles du MLA et des djihadistes. Après avoir envahi la ville en fin mars, ces terroristes ont pillé et saccagé les banques, les stations d'essence et les édifices publics. Les banques, les institutions, y compris l'impôt dont je suis à côté. L'impôt, il y a des dossiers très importants qui ont été détruits. C'est MLA qui a cassé tous les banques qui sont devant moi. Les jours qui sont venus ici, je suis présent. BIM et BMS, EcoBank, c'est MLA qui a cassé. BDM, c'est les gens de Akimi qui sont cassés ici à Gao. Pour les habitants de Gao, ces actes ignobles ont fait reculer notre pays de 50 ans et demandent que justice soit faite. Ils nous ont mis vraiment en retard, vu ce que les autorités maliennes ont eu à faire pendant toutes ces années. Nous étions sur une voie de développement, mais vu ce qu'ils ont eu à faire, pour nous, ils sont tous les mêmes. Que ce soit MNLA, Akmi, Amsardine, pour nous, ils sont tous les mêmes. Voici ce qui reste de l'antenne de l'Office de radio-diffusion télévision du Mali de Gao. Matériel de production, de diffusion et de reportage emportés. Même les câbles enterrés n'ont pas été épargnés. Les drapeaux des fous de Dieu flottent sur les pylônes de cette radio et des voix à l'enlever pour disparaître à jamais. Quittons le Mali et nous partons à Paris avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Tchema Hubert Koulibaly était face aux étudiants de Sciences Po. Le ministre Koulibaly a discuté avec ses futurs cadres des enjeux de la crise malienne. Maramfi Konaté a suivi la conférence, son reportage. En 90 minutes, il fallait convaincre les étudiants de Sciences Po sur l'actualité au Mali, les crimes et exactions commis au Mali, la puissance militaire des assaillants, les relations avec les États africains, voilà entre autres préoccupations des futurs cadres. Pour le ministre Koulibaly, bien plus qu'un exercice, il s'agissait d'une mission. Donner le point de vue du gouvernement du Mali
transmettre un message de remerciement à cette jeunesse française, parce que dans cette école sont formés de nombreux cadres qui vont aller nourrir les rangs de l'élite française. Donc il était essentiel de venir là, à l'école des affaires internationales, parler à ces jeunes pour qu'ils sachent pourquoi et comment la France est engagée auprès du Mali. Ces futurs cadres des administrations publiques nous ont confié leurs impressions. Je trouve que c'était une conférence vraiment très enrichissante et très intéressante parce qu'il y avait des réponses claires à toutes nos questions, une présentation très claire et très objective, je dirais, de la situation au Mali. C'était des informations qui nous ont peut-être aidé à mieux comprendre ce qui se passe en ce moment. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé cette conférence. J'ai trouvé que le message d'espoir porté par le ministre Koulibaly était très intéressant. J'ai vraiment apprécié la transparence qu'il a établie dans son projet de reconstruction démocratique du pays. Le message porté par le ministre Koulibaly a trouvé chez nous en tout cas beaucoup d'impact et de répercussions. Le pari étant gagné, le ministre Tchema et la pépinière de dirigeants européens ont formulé le vœu de se revoir autant que nécessaire. Troisième réunion du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali à Bruxelles. Les ministres des Affaires étrangères, de l'administration territoriale et des collectivités locales et celui de l'action humanitaire ont pris part à la réunion. La correspondance de Fatim Diallo. Il s'agissait d'une journée particulièrement marquante pour la diplomatie multilatérale au service de la paix et de la sécurité. Un grand jour pour le Mali et le partenariat stratégique Union européenne-Union africaine. Aujourd'hui, c'est encore la manifestation de la solidarité de la communauté internationale à l'endroit du Mali. Et nous pensons que tout ce qui a été annoncé comme contribution à Addis Abeba il y a une semaine et qu'on mettra rapidement en place un mécanisme pour que les engagements soient tenus et que la MISMA et les forces maliennes ne manquent de rien. Plus d'une quarantaine de hauts responsables africains, européens et des organisations internationales ont fait le point de la situation au Mali dans ses volets politiques, militaires, sécuritaires et de développement, avant d'affirmer leur solidarité avec le Mali et s'entendre sur les voies et moyens d'assurer sa stabilité et sa sécurité sur le long terme. On souhaite renforcer le dialogue politique avec l'ensemble des acteurs, l'Union africaine, l'Union européenne et au premier rang le ministre des Affaires étrangères du Mali, de façon à ce que l'on engage sur de bonnes voies le processus politique et processus en termes de développement, parce que maintenant, à côté de l'intervention militaire, ce qu'il nous faut, c'est gagner la paix. La réunion portait également sur le mode de fonctionnement et de financement de la MISMA, chargée de prendre la relève des Français aux côtés de l'armée malienne. Certains pays souhaitent que cette force africaine passe sous l'autorité de l'ONU. Que les Nations Unies soient impliquées dans la suite des opérations, lorsqu'il s'agira de maintenir la stabilité, la paix, la sécurité dans cette zone. Qu'il s'agisse de l'opérationnalisation de la MISMA ou de sa transformation, qu'il s'agisse de la progression des questions politiques ou de la reconstruction post-conflit au Mali, le ministre des Affaires étrangères a demandé le soutien de la communauté nationale. Aujourd'hui, on a pu avoir franc, constructif. Et le groupe de soutien et de suivi a pris acte et a apprécié que le gouvernement du Mali ait pu publier une feuille de route articulée sur 2 points, l'organisation des élections et la libération du Nord. La situation dans le Sahel a aussi été longuement débattue. Les participants ont convenu de la nécessité d'une plus grande coordination des efforts à cet égard. La prochaine réunion du groupe de soutien se tiendra le mois prochain à Bamako pour encore coordonner le soutien international aux efforts des autorités maliennes. Ici, à Bamako, dont de 200 tonnes de vivres du Royaume d'Arabie Saoudite à l'État malien, la moitié de cette donation a été réceptionnée par 2 membres du gouvernement à l'aéroport de Bamako, Sinou. Signalons que l'Arabie Saoudite accorde également au PAM et au HCR environ 1,8 milliard de francs CFA pour accompagner le Mali. Agali Ag Aguissa, compte rendu.
Il était presque 3 heures lorsque le Boeing 747 s'est immobilisé sur la piste de l'aéroport Sénou de Bamako. L'avion transportait plusieurs tonnes de vivres destinés aux populations victimes de la crise du nord du Mali. Ces produits alimentaires constituent la première tranche d'une aide accordée par le roi d'Arabie Saoudite à notre pays. Ce premier avion de 100 tonnes est arrivé ce matin. Et le second est attendu pour après-demain vendredi s'il plaît à Dieu. Le serviteur des 2 saintes mosquées a également ordonné d'accorder 4 millions de dollars américains équitablement répartis entre le programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat des réfugiés pour venir en aide aux populations déplacées et nécessiteuses du Mali. Cette assistance qui vient au bon moment contribue également au renforcement des liens d'amitié entre le Mali et l'Arabie Saoudite. Ces 100 tonnes de vivres composés de riz, de semoule blanc, de sucre, de macaroni et de lait en poudre, ainsi que d'huile. Ce geste du roi d'Arabie Saoudite témoigne en suffisance de sa communion de cœur et d'esprit avec notre pays. La cérémonie de réception a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre chargé des Affaires religieuses et du culte et le président du Haut Conseil islamique Mahmoud Dicko. Maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sur le continent, en bref et en images. Pour commencer, direction la Côte d'Ivoire. Ouverture mardi devant le tribunal militaire d'Abidjan du premier procès des forces républicaines de Côte d'Ivoire. 7 membres des FRCI vont comparaître en tout dans le cadre des grands procès contre le racket. Un membre de la garde républicaine et un autre de la marine nationale ont été entendus mardi sous 4 chefs d'accusation: séquestration, détention illégale d'armes, détention de cannabis et escroquerie. Une peine de 8 mois de prison ferme a été requise contre eux, assortie d'une amende de 100 000 francs CFA. 1 an de prison pour outrage aux institutions. C'est la peine prononcée mardi par un tribunal de Mogadiscio en Somalie contre une femme qui affirme avoir été violée par des membres des forces de sécurité et un journaliste auquel elle s'est confiée. Le journaliste radio n'a jamais diffusé l'interview qu'il avait réalisée. Il a été reconduit en prison où il est détenu depuis début janvier. La jeune Somalienne sera incarcérée après avoir allaité son bébé. L'ONU, Washington et les organisations des droits de l'homme dénoncent ce verdict comme une tentative d'étouffer la parole de la victime. 5 ans après les violences sans précédent qui ont marqué le dernier scrutin au Kenya, la crainte de nouveaux affrontements domine les élections prévues début mars. Barack Obama a lancé un appel mardi aux 14 millions d'électeurs kenyans. Nous savons tous ce qui fait des élections réussies. Le Kenya doit rejeter l'intimidation et la violence et permettre un vote libre et juste. Les Kenyans doivent résoudre leurs différends devant les tribunaux, pas dans la rue. La réélection du président américain l'année dernière avait été largement fêtée au Kenya, où le père de Barack Obama a travaillé comme économiste pour le gouvernement. En Égypte, première visite d'un président iranien en exercice depuis 1979. Mahmoud Ahmadinejad et Mohamed Morsi ont discuté de la crise syrienne et des moyens de normaliser les relations entre l'Iran et l'Égypte. Devrait appeler à un dialogue entre l'opposition syrienne et des représentants du gouvernement non impliqués dans la répression et prêts à un changement politique. La veille, le président Morsi avait accueilli le président Ahmadinejad, allié stratégique du régime syrien, qui effectuait à cette occasion le premier déplacement d'un haut responsable iranien en Égypte depuis 34 ans. Souhaitant profiter de ce passage pour relancer une normalisation entre les deux pays, le président de la République islamique chiite d'Iran s'est rendu très symboliquement à Al-Azhar, institution théologique de l'islam sunnite par excellence. L'opération séduction ne semble pas avoir fait mouche puisque Ahmad al-Tayyib, grand imam d'Al-Azhar, lui a demandé de ne pas s'immiscer dans les affaires du Golfe, à Bahreïn en particulier, et exprimer son rejet de l'expansion du chiisme dans les pays sunnites en général. Le président Ahmadinejad a gardé son sang-froid. Nous avons discuté de questions clés pour le monde islamique et la région. Heureusement, pour le bien de l'avenir du monde et la réforme de la région, nous partageons des pensées communes et des idées similaires.
Malgré les embrassades de façade et les baisers envoyés à quelques sympathisants à sa sortie, le président iranien a eu droit à un rapide lancer de chaussures filmé par un amateur et demeuré sans conséquence. Mais pour l'Iran, la tâche de défendre la Syrie au sommet sera ardue, en présence également de la Turquie, principal soutien de l'opposition syrienne depuis le début de la contestation. Un mot de sport avant de refermer cette édition. L'affiche de la 29e Coupe d'Afrique des Nations est Nigeria-Burkina Faso. Les étalons du Burkina Faso se sont qualifiés face aux Black Stars du Ghana, battus au tir au but 3-2. Auparavant, en première demi-finale, les Super Eagles du Nigeria avaient battu les Aigles du Mali par le score de 4-1. Demain, 10h, 13h, vous serez avec Serra Bachili, mais avant cela, la grande édition de 20h, c'est là une présentation de Aoui Touré. Bonne suite de programme à notre compagnie.